Emery, tu nous dire d'où te vient cet engagement sociétal au moment de reprendre la Camif et cette idée que c'était vital finalement d'en faire une entreprise au service du bien commun et pas seulement économiquement viable. Je suis ravi d'être là cet après-midi avec vous. Moi, mon déclencheur, je suis entrepreneur, hein, j'ai créé ma boîte à 23 ans. Et il y a 11 ans, mon déclencheur, ça a été la chute, la crise de la Camif en 2008. La Camif, ça avait été créé en 47 par des instituteurs. C'était une coopérative dans laquelle étaient regroupés des instituteurs. Et puis, ça s'est développé sur un modèle de vente par correspondance que beaucoup d'entre nous ont connu. C'était la façon de toucher tous les instituteurs partout en France. Et ça a connu des difficultés. Et j'étais convaincu que même si une entreprise peut connaître des difficultés parce que les modèles, les modèles économiques peuvent changer, et puis le catalogue papier, on savait que ça avait un peu du plomb dans l'aile, les grandes marques, surtout quand elles ont des valeurs fortes et qu'elles ont un attachement très fort de leurs clients, ça ne meurt jamais. Alors, c'est ce qui m'a convaincu de partir à m'installer à Niort. Et avant toute intervention, je remercie toujours ma femme qui m'a suivi jusqu'à Niort parce que le succès dans l'entrepreneur, c'est grâce aux soutiens familiaux et ma femme m'a soutenu dans cette aventure entrepreneuriale. Je la remercie. Voilà. Et donc, plus sérieusement, ma première difficulté, ça a été d'essayer de trouver un moyen de rendre le projet tout simplement possible. Dans le contexte, on avait eu la faillite de la Camif qui avait entraîné celle de Lehman Brothers et la crise financière mondiale, comme tout le monde le sait. Plus de banquiers pour financer aucune entreprise et encore moins pour financer un projet un peu entrepreneurial avec beaucoup de risques. Mais j'étais convaincu que ça valait la peine et j'ai très vite compris dans les premiers échanges que j'ai eus et les 5 mois qui ont été nécessaires pour bâtir le projet que la seule façon d'y arriver, c'était de mettre en place un modèle d'impact positif, d'abord pour le territoire à Niort. Donc, on a décidé de s'installer là-bas, déménager notre siège social, notre famille, mais aussi d'y ouvrir un centre de relations clients, d'y ouvrir un centre logistique. Et à Niort, on a pu recréer 170 emplois sur le territoire. Ça a été notre façon de prouver notre impact. Et sans ce modèle d'impact positif, on n'aurait tout simplement pas pu faire le projet parce que à Niort, ce sont tous les acteurs du territoire qui ont soutenu le projet, la région, la communauté d'agglomération de Niort, qui nous ont permis d'ailleurs de garantir 95% de nos emprunts bancaires. Et du coup, ce modèle d'impact positif qui a consisté à mettre au cœur du projet l'impact social, l'impact environnemental, et sur l'ensemble des parties prenantes, en disant au fond en quoi le projet de relance de la Camif peut être une bonne nouvelle pour toutes ces parties prenantes, ça a été déterminant. On a d'ailleurs été en 2015 une des premières Bicorp à pouvoir justement prouver cet impact positif et le labelliser. J'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir avoir cette démarche sur la mesure de l'impact. Très vite et très tôt, la première action, ça a été de définir une proposition de valeur qui tienne la route et qui soit à la fois alignée avec les attentes des clients historiques, en phase avec moi, mes aspirations en tant qu'entrepreneur, et également qui soit une proposition de valeur très différente de tous les acteurs du marché, parce que j'étais convaincu à l'époque qu'il y avait une place pour un acteur alternatif à la grande distribution. Donc, on a fait le choix en 2009 de miser sur la qualité, sur la fabrication française et sur le développement durable, ce qu'on appelait le CQFD, le choix de la qualité du français et du durable. Et ça a été pour nous aussi une façon de réembarquer tous les fournisseurs qui étaient attachés à la Camif, mais qui avaient perdu de l'argent au moment de la chute de la Camif. On les a regroupés, on leur a dit voilà, nous on va miser sur vous, sur vos métiers, sur vos savoir-faire, et c'est ça qui va faire la différence de la Camif par rapport aux autres acteurs du marché. Donc ça a permis de redonner du sens à l'entreprise. Je dis souvent la RSE, là ça veut dire redonner du sens à l'entreprise. Eh bien cette proposition de valeur qui consistait à vendre sur Internet, mais avec ce parti pris sur le local et le durable, ça a permis de réengager une centaine de fabricants français qui représentent aujourd'hui près des 3/4 de notre chiffre d'affaires et de pouvoir réengager tout ce tissu de fabricants, de mobilier, de literie, de linge de maison qui nous ont accompagnés dans le projet de relance.
Aujourd'hui, on sait mesurer cet impact positif sur l'enjeu social, aussi à travers l'écosystème et l'engagement de toute l'entreprise autour de privilégier le local. On sait que pour un emploi créé à la CAMIF, on soutient directement 14 emplois en France. Ça, c'est une étude qu'on a faite en 2016 et qui a permis d'ancrer vraiment ce modèle d'impact social au cœur du projet CAMIF. Un des premiers cailloux, parce que je reprends un peu la thématique de l'Odyssée, un des premiers cailloux et qui a été une des premières actions pour nous assez révélatrice de comment on voulait remettre au cœur du projet le client, le citoyen, le consommateur. On s'est dit, l'idée, c'est de redonner le pouvoir au consommateur, de choisir, d'utiliser son pouvoir d'achat pour favoriser l'économie locale. Et un des premiers engagements qu'on a pris, c'est cette transparence. La transparence, ça se traduit concrètement sur le site internet de la CAMIF aujourd'hui par la possibilité qu'on offre aux internautes de choisir leurs produits en fonction de critères géographiques, en fonction de critères sociaux et en fonction de critères environnementaux. Donc, si vous cherchez un lit, une table, une chaise, un canapé, vous pouvez voir qui sont les fabricants autour de chez vous et utiliser ça pour favoriser l'emploi, maintenir des savoir-faire sur nos territoires et également faire beaucoup moins de kilomètres au produit. Alors, cette transparence, elle va assez loin. On offre une transparence, on peut visiter l'usine avec des coulisses de la fabrication française, on peut savoir d'où ça vient, où c'est fait, on sait combien d'emplois on soutient quand on achète un produit à la CAMIF. Donc, il y a aussi beaucoup d'informations qui est donnée. Et moi, je pense que la clé de rendre le consommateur acteur de sa consommation, ça passe d'abord et avant tout par lui redonner une information fiable, claire et transparente. Donc, c'est ce qu'on propose sur le site de la CAMIF avec ces vidéos, avec ce nombre d'emplois qu'on soutient, mais aussi on peut retrouver avec cette transparence l'origine des principaux composants du produit, combien de kilomètres ils ont fait pour aller jusqu'à l'usine. Et ça, on retrouve ça sur les fiches produits du site de la CAMIF. Et c'est ce souci et cette exigence de transparence qui permet de remettre au cœur du projet cette consommation responsable qui est au cœur de notre modèle. Au bout de 3-4 ans, on avait fait à peu près le job. On avait remis sur pied toute une organisation adaptée au e-commerce. On avait remis sur pied toutes les parties prenantes, le lien avec les parties prenantes. Et on s'est dit, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est bien et ça peut servir au-delà du client historique de la CAMIF qui avait un profil encore un peu instituteur à la retraite. Il faut qu'on aille chercher pour assurer la durabilité du modèle de l'entreprise des nouveaux clients. Alors là, on a commencé à regarder un peu qui pourrait nous aider là-dessus et on a commencé à rechercher des fonds pour accélérer sur l'acquisition de nouveaux clients. Et on a eu beaucoup de mal à trouver des fonds d'investissement pour nous accompagner parce que le projet à l'époque, en 2012, on n'était pas encore tout à fait parvenu à la rentabilité. Et tous les fonds que je voyais disaient, bon, bah, c'est bien ce que vous avez fait sur Made in France, tout ça, mais en fait, vous n'êtes pas encore tout à fait rentable, donc revenez nous voir plus tard. Et j'avais beau leur dire, mais vous savez, le centre de relations clients qu'on a installé à Niort, où on a recréé 170 emplois, on le met à Madagascar, on est rentable. En fait, ils disaient, mettez-le à Madagascar. Et donc, je me suis dit, ils n'ont rien compris au projet que l'on mène. On ne parlait pas encore à l'époque de modèle d'impact, on ne parlait pas encore d'entreprise à mission, etc. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal, mais j'ai eu la chance de trouver des gens formidables à travers un fonds qui s'appelle Citizen Capital, qu'on a fait rentrer en 2013 pour accélérer sur cette acquisition de nouveaux clients. Et ils nous ont d'ailleurs beaucoup aidés, puisqu'aujourd'hui, 80% de nos clients sont nouveaux, plus jeunes et résolument inscrits dans cette consommation responsable. Mais au-delà de ça, ça nous a permis vraiment, avant d'aller chercher ces nouveaux clients, on s'est posé la question de notre raison d'être. Pourquoi on existe, à quoi on sert, en quoi on est vraiment utile pour la société. Et il nous semblait essentiel d'engager cette réflexion presque existentielle sur le rôle de la CAMIF dans la société avant d'aller chercher des nouveaux clients. Et donc là, on a eu la chance de rencontrer aussi des équipes formidables de chercheurs, les Blanche Segrestin et Armand Hatchuel, les chercheurs à l'école des mines de Paris, qui avaient théorisé sur la société à objet social étendu, convaincus que l'entreprise ne peut pas se résoudre à être cette boîte à partager le profit entre actionnaires et qu'elle a un vrai rôle à jouer dans la société. Alors, on a cheminé, on a fait un peu le cas d'école de l'école des mines pour définir notre raison d'être. On a commencé par mettre un groupe de travail en place qu'on a appelé la cellulose, la cellule à l'objet social étendu, avec première mission de définir la mission de l'entreprise.
Alors, on a mis 2 ans et demi pour définir la mission de l'entreprise qui se résume aujourd'hui en 2 phrases. Alors, vous allez me dire qu'on n'est pas très efficace à la CABIF, mais il nous semblait indispensable d'interroger toutes nos parties prenantes. Et ça a été un exercice assez passionnant parce qu'on s'est nourri de la matière, des échanges qu'on a eus avec nos clients, avec nos actionnaires, avec des acteurs du territoire, avec des salariés, avec des fournisseurs. Et pour chacun d'entre eux, on leur a dit, mais en fait, au fond, à quoi on sert? Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas? Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent sur le marché si tous les acteurs du marché adoptaient les bonnes pratiques de la CAMIF? On pourrait recréer comme ça, par exemple, à peu près 20 000 emplois en France dans l'équipement de la maison, parce qu'on a progressivement délocalisé et personne ne s'en est rendu compte parce que ça ne fait jamais la une des journaux quand vous avez une boîte de 50 personnes qui ferme à Saint-Loup-sur-Semouse ou ailleurs. Mais oui, on pourrait recréer de l'emploi si davantage de distributeurs adoptaient ces bonnes pratiques. Et on s'est nourri de, en fait, la perception qu'avait chacune des parties prenantes de la valeur créée par la CAMIF. Et donc, c'est arrivé à une formulation de 2 phrases: proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production, d'organisation. Et ça, c'est vraiment le cœur de la mission CAMIF parce qu'on est convaincu au fond qu'il y a un nouveau modèle d'économie à mettre en place. Une économie sans doute plus locale, plus circulaire, moins gourmande en ressources, plus durable, plus inclusive. Et c'est vraiment le cœur du projet CAMIF. Et ma conviction aujourd'hui, ce qui nous a d'ailleurs animé jusqu'à créer une association qui est la communauté des entreprises à mission pour accompagner tous ces dirigeants qui ont envie de rendre leur entreprise plus contributive, qui ont compris que l'entreprise doit prendre un rôle dans la société, doit adresser les grands enjeux de l'humanité qui sont des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux. Et face au dérèglement climatique, face aux problèmes de biodiversité, face aux inégalités croissantes, l'entreprise est un puissant levier de transformation de la société, à condition d'aligner toutes les parties prenantes de l'entreprise, à commencer par les actionnaires, les dirigeants et les salariés, autour d'une mission qui a un impact positif pour la société. Alors ça a beaucoup de valeur parce que ça permet, une fois que la mission est posée, d'avoir une boussole, une sorte de guide, de colonne vertébrale pour l'entreprise. Et ça devient intéressant quand cette mission, elle se traduit derrière en engagement et qu'elle est concrètement appliquée dans l'entreprise, qu'elle se retrouve dans les plans d'action de l'entreprise et qu'elle finalement, elle finit par transformer le modèle d'entreprise. Et pour que cette mission ou cette raison d'être transforme l'entreprise, il est absolument indispensable de traduire cette mission en engagement. C'est ce qu'on a fait. On a traduit cette mission en 5 engagements. Le premier, c'est d'informer, de sensibiliser autour de la consommation responsable. Le deuxième, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard. Et ça, c'est un engagement qui est très puissant et très transformateur parce que ça touche à l'offre, vraiment donc au cœur du modèle de l'entreprise. Dynamiser l'emploi sur les territoires, favoriser l'insertion, faire les meilleurs produits possibles pour la santé et transformer l'entreprise et à travers la transformation de l'entreprise, transformer et engager la transformation dans nos filières. Alors, ces 5 engagements qui sont assez exigeants, on les traduit dans les plans d'action, on les suit dans des indicateurs. Une des premières actions qu'on a d'ailleurs menées autour de cet engagement de faire de l'économie circulaire notre standard a été un projet qu'on a engagé en 2017 qui s'appelle CAMIF Édition. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être vu le lancement du projet. Ça a été un camifathon qui a duré 3 jours où on a réuni des experts de l'économie circulaire, des designers, des fabricants pour les faire réfléchir ensemble sur de nouveaux modèles, nouvelles pratiques, nouveaux produits, nouveaux services. Et puis, à l'issue de ces 3 jours, on a eu la chance d'avoir des groupes qui se sont constitués, qu'on a pu accompagner pendant 6 mois pour sortir les premiers prototypes. Et puis, on a lancé les premières collections de CAMIF Édition en septembre 2018. On a fait la première campagne de pub télé en janvier 2019 avec les produits CAMIF Édition. On a fait la 2e édition en 2019. Et là, on est en train de faire la 3e édition où on va avoir 50 nouveaux produits résolument ancrés sur le local, sur le durable, avec une démarche d'éco-conception. On intègre beaucoup de composants recyclés. On pense à la fin de vie du produit. Voilà. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que c'est vraiment une démarche d'innovation parce qu'elle vient transformer l'offre.
Et c'est une innovation durable dans le sens où elle permet de créer une triple valeur. Elle crée une valeur sociale parce que ces produits sont fabriqués en France, près de chez nous, avec souvent des structures d'insertion. Elle crée une valeur environnementale parce que ce sont des produits avec un cahier des charges très exigeant sur le caractère positif sur l'environnement. Et elle crée une valeur économique. Je dis souvent, on est dans un secteur, le e-commerce, qui est vraiment très peu concurrentiel. Hein. À part un petit libraire en ligne qui a mal tourné, on a très peu de concurrents. Donc, si on existe encore aujourd'hui dans cet environnement affreux qui est celui du e-commerce, c'est qu'on a réussi à trouver une valeur et à trouver un marché différent. Et cette proposition de valeur de Camif qui se traduit aujourd'hui dans le projet, par exemple, Camif Édition, elle fait sens pour de nombreux clients et elle préserve aussi nos marges dans un contexte où les marges sont vraiment très rabotées par Amazon en particulier. Donc, le Camif Édition, ça a été un projet qui incarne véritablement cet engagement de faire de l'économie circulaire notre standard, qui touche tous les secteurs d'activité de produits de Camif et qui crée cette valeur, cette triple valeur et qui incarne vraiment cet engagement de la Camif. Ce qui est intéressant aussi dans la démarche, c'est que c'est une innovation ouverte. On parle en anglais de open innovation. Comme nos clients détestent quand on parle anglais, je parle français. Donc, cette innovation ouverte, c'est quoi? C'est une innovation collaborative. Parce que inventer de nouveaux modèles, inventer une nouvelle économie circulaire, c'est nécessairement travailler différemment. Et c'est ouvrir l'entreprise. Ouvrir l'entreprise, c'est engager toutes ces parties prenantes. Et c'est d'ailleurs c'est la clé de notre deuxième phrase de la mission, mobiliser notre écosystème. Là, on mobilise des clients, des consommateurs, du coup, des fabricants, des designers, des experts d'économie circulaire. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les projets qu'on mène là sur Camif Édition, on s'aperçoit qu'on arrive à faire travailler ensemble des concurrents. Donc, c'est vraiment l'esprit de la coopération qui aujourd'hui va faire aboutir et va faire passer à l'échelle cette nouvelle économie circulaire. On travaille sur un projet de literie, par exemple, qui est fait avec trois entreprises. Une start-up de l'économie circulaire qui fait du recyclage de vieux matelas, qui va nous faire le bloc de mousse entièrement issu de vieux matelas recyclés. Le plus grand fabricant français de literie qui va faire l'assemblage du matelas et une structure d'insertion pour faire le sommier, pour qu'il y ait ce caractère positif sur l'enjeu sociétal. Et ça, c'est très, très révélateur du fait que chacun, dans leur coin, ils ne pouvaient pas faire le projet Camif Édition. Mais ensemble, alors qu'ils sont concurrents, ensemble, en s'associant, en coopérant, ils arrivent à faire quelque chose qui va créer une valeur parce que ça va être la première boucle d'économie circulaire, de recyclage au sein de la filière de la literie. Donc ça, pour nous, c'est vraiment très révélateur de cette nouvelle façon. Et ce que nous disent les fabricants, ce qu'ils nous ont dit quand on les a interrogés, sur la raison d'être de la Camif, ils nous ont dit précisément ça. Ils nous ont dit ce qu'on aime avec la Camif, ce n'est pas tant le chiffre qu'on fait, il y a des acteurs qui sont plus gros que nous, c'est la façon dont on les challenge. Quand on fait de l'éco-conception, quand on les challenge sur l'économie circulaire, quand on fait le tour du Made in France, qu'on vient avec nos clients et qu'on visite les usines, qu'on fait travailler l'après-midi en atelier créatif des ouvriers, des clients, des collaborateurs de la Camif ensemble, ça, c'est formidable parce que ça les fait bouger. Et notre enjeu, c'est de faire bouger tout cet écosystème pour accélérer cette transformation de notre filière, pour que cette filière du Made in France, elle ne soit pas que Made in France, super, c'est génial, c'est cocorico, c'est génial, mais qu'elle soit aussi innovante sur le caractère durable et sur l'économie de demain, c'est-à-dire une économie soutenable. Et c'est ça qui va faire la valeur des fabricants français. C'est pour ça que je crois beaucoup au Made in France, parce que je crois que l'échelle et la bonne échelle de l'économie circulaire, c'est celle d'un territoire, parce que c'est sur un territoire donné qu'on peut faire travailler et coopérer ensemble des entreprises qui sont parfois dans des secteurs différents, parfois concurrentes, qu'on peut utiliser les déchets de l'un pour devenir les ressources de l'autre, qu'on peut réparer, qu'on peut recycler. C'est le territoire, cette bonne échelle. Et vraiment, notre modèle aujourd'hui, il est ancré, et je pense que la crise du Covid qu'on a vécue nous l'a montré, c'est qu'on est arrivé aux limites d'un modèle. Cette nouvelle économie plus soutenable, elle doit s'inventer avec des acteurs engagés au niveau des territoires.
Alors, Camif Édition, ça a donné un certain nombre de produits qui sont originaux. On le voit dans la slide d'après, si tu peux tourner. Avec par exemple une bibliothèque qu'on a faite faire par un ESAT à Niort, avec qui on qui ne travaillait pas du tout le mobilier d'intérieur, il travaillait pour les collectivités, qui a rencontré un designer pendant ce camifaton, et ils ont fait une bibliothèque qui est magnifique, qui est faite en acier recyclé. Le bois vient de Villiers en bois, on ne l'invente même pas, et il a fait 37 km pour aller jusqu'à l'usine. Donc on est vraiment dans cette démarche de circuit court, avec à chaque fois des innovations. Là, il n'y a pas de colle, pas de vis, pas de clous dans cette bibliothèque. Et voilà, ça montre on peut faire du local, on peut faire du durable, on peut faire de l'économie circulaire et en même temps faire des beaux produits. Parce qu'on reste sur ça. On est sur l'équipement de la maison, donc on doit inspirer. Alors, le chemin de l'entreprise à mission n'est pas toujours un chemin linéaire. Il y a parfois des injonctions contradictoires dans le projet. Une des injonctions contradictoires que j'ai eu à gérer une semaine après avoir inscrit dans nos statuts le 17 novembre 2017 notre mission, c'est d'avoir fait le choix, comme l'a rappelé Thibaut tout à l'heure, de boycotter le Black Friday. Donc, on a décidé en 2017 de fermer le site de la Camif pour le meilleur jour du e-commerce. C'est-à-dire que, bon, en gros, on se privait de l'équivalent du premier jour de solde, c'est-à-dire le meilleur jour. Quand j'ai annoncé ça à mes actionnaires, je n'ai pas passé un très bon quart d'heure, mais heureusement qu'on avait passé 3 ans avant à travailler sur la mission, et heureusement qu'on l'avait inscrite dans les statuts, parce que c'était la seule façon d'obtenir leur engagement. Et j'ai essayé de leur faire comprendre, mais ils n'ont pas complètement adhéré en 2017, à vrai dire, qu'on ne pouvait pas à la fois soutenir cette consommation responsable et l'avoir au cœur de la mission dans les statuts et faire le Black Friday. Donc, il fallait profiter de cette occasion de ce grand manège de la surconsommation pour prendre un parti pris radicalement opposé et affirmer qu'à la Camif, on ne faisait pas le Black Friday et qu'on prônait une consommation plus responsable, où on consomme moins, où on consomme mieux. Et on a montré ce jour-là, avec les collaborateurs qui ont animé des ateliers, qui ont été donnés une journée de leur temps à des associations, il y avait des alternatives assez positives en fait à la surconsommation. On peut recycler davantage, on peut faire soi-même, on peut recycler, on peut réparer, on peut… Et c'est ce nouveau modèle qu'on doit mettre en place, parce que la consommation de demain, le monde de demain, ça ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre sur le modèle du XXe siècle, ça n'est pas soutenable. Alors, voilà, cette injonction contradictoire a fait que, évidemment, en 2017, mais également en 2018 et en 2019, on a perdu du chiffre d'affaires et ça ne s'est pas rattrapé par le buzz qu'a pu provoquer l'opération. Mais ma fierté, c'est que l'année dernière, on a eu plus de 1000 marchands qui ont suivi l'acte de la Camif et qui ont boycotté le Black Friday, sans aller jusqu'à fermer leur site, mais ils ont boycotté le Black Friday. Ça montre qu'on est capable, même quand on est petit, même quand on est juste à Niort, d'avoir une influence sur le monde. Et ça, je trouve ça formidable. Et cette action-là, aujourd'hui, elle permet, et on mesure l'impact de ça. Ça répond à notre engagement d'informer et de sensibiliser sur la consommation responsable. On peut mesurer que derrière cette action-là, la Camif est devenue une des marques les plus numéro 1, enfin c'est la marque numéro 1 dans l'équipement de la maison sur l'engagement consommation responsable et développement durable. Et ça a beaucoup de valeur parce que sur le long terme, et je crois que c'est un peu tout le sujet de l'analyse des nouveaux business models, il ne faut surtout pas analyser les nouveaux business models avec les lunettes du passé. Les lunettes du passé, elles étaient habituées ou elles ont été mal habituées à regarder très près, mais pas très loin. Donc, elles regardent très près et uniquement une chose, la rentabilité financière à très court terme. Donc, les entreprises qui ont des actionnaires qui regardent ça, ils ont beaucoup de mal à agir pour l'environnement, pour des causes et à engager des changements profonds dans l'entreprise. Il faut changer de lunettes et il faut passer à des lunettes qui voient très loin et qui voient pas qu'une seule chose, mais qui voient 3 choses, la performance sociale, environnementale et économique de l'entreprise. Et c'est ce changement de lunettes qui doit être opéré et qui est en train d'être opéré par les financiers, parce qu'il faut aligner la finance et tous les gens qui financent les entreprises, il faut aligner ça avec cette vision de long terme.
L'exercice de la mission, de l'entreprise à mission, il permet justement cela. Il permet de mettre au même niveau les enjeux socio-environnementaux que la performance économique. Et j'en suis convaincu, et on l'a vu à travers la crise du Covid, si vous regardez les analystes financiers, ils ont pu démontrer que les entreprises les plus engagées sur les actions sociales ou environnementales sont celles qui ont le mieux résisté à la crise. Il y a une sorte de résilience qu'offre ce modèle. Pourquoi? De manière assez simple, et moi je l'ai souvent dit à mes banquiers qui regardaient que notre résultat net, et je leur ai dit, mais vous ne regardez pas le bon indicateur parce que vous nous comparez sans cesse à des entreprises, et si vous prenez deux entreprises strictement identiques, qui ont le même chiffre d'affaires, qui ont le même résultat net, le jour où il y a une crise qui arrive, il y en a une qui va passer la crise et il y en a une autre qui va disparaître. Celle qui va disparaître, c'est celle qui aura mis la pression à tous ses fournisseurs, à ses salariés pour pouvoir sortir ce résultat-là. Alors que l'autre, qui aura su créer un lien durable, un lien fort avec ses collaborateurs, avec son territoire, avec ses fournisseurs, elle va passer la crise. Donc, il y a une valeur qui n'apparaît pas dans les bilans et qui est pourtant essentielle. C'est cette valeur, c'est la qualité du lien. Le lien qui est capable et c'est, je pense, la principale richesse d'une entreprise, à vrai dire, c'est cette qualité du lien qui permet d'engager toutes les parties prenantes autour du projet collectif de l'entreprise. Et cette qualité du lien, elle dépend évidemment de l'attention qu'on met dans les relations avec nos communautés, avec nos parties prenantes, avec nos clients, mais elle dépend aussi du sens qu'on donne au projet. Voilà, et donc pendant cette crise du Covid, je terminerai peut-être par ça, mais on a vécu, je pense, une expérience collective complètement unique dans l'histoire de l'humanité. On a vécu une expérience collective de déconsommation massive, 60 milliards ont été économisés par les Français. On s'est rendu compte qu'on pouvait consommer moins et qu'on n'était pas si malheureux que ça. Mais que le consommer moins aujourd'hui se traduit en un consommer mieux. Les performances de Camif pendant cette crise ont été assez exceptionnelles. Sur le mois de mai, on a multiplié par 3 nos ventes. Donc, ça montre qu'il y a une super résilience. Plus qu'une résilience, il y a une dynamique aujourd'hui qui est engagée parce que tout le monde a compris, le citoyen, le consommateur, le collaborateur, que le monde d'après, il fallait le bâtir avec des acteurs qui n'avaient pas forcément les mêmes lunettes que ceux du monde d'avant, et qu'on est probablement tous acteurs de ce monde, parce qu'on a tous un pouvoir de changer le monde, les citoyens, parce qu'ils peuvent s'engager, les collaborateurs parce qu'ils peuvent bouger leur entreprise, les consommateurs parce qu'ils peuvent utiliser leur carte bleue pour choisir le monde de demain. Et moi, on fait partie aujourd'hui d'un collectif qui s'appelle Nous sommes demain, dans lequel on trouve à la fois les Bicorp, le Move, l'économie sociale et solidaire, les entreprises à mission, la communauté des entreprises à mission. Eh bien, je pense qu'on a tous un rôle à jouer et on a tous cette vision, on partage tous cette vision que l'entreprise est sans doute le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition et qu'il faut l'activer cet outil très vite. Voilà, donc je suis ravi de vous voir tous là parce que je me dis, vous avez une grosse responsabilité, vous pouvez changer le monde. On peut tous changer le monde. À notre échelle. Merci Emery. Merci Quel beau message de la fin, de ton intervention, puisque ce n'est pas du tout la fin de ce webinaire. Merci beaucoup Emery. Je tente qu'on va avoir un temps de questions-réponses avec Emery. Alors, est-ce que Emery, tu es prêt? Tu as pu souffler? Oui, je suis toujours prêt. Super. Toujours au taquet pour changer le monde? Toujours partant. Alors, c'est parti. On va y aller avec une question particulièrement plébiscitée. Quels sont les KPI que tu utilises pour suivre ton impact? Alors, on n'en a pas beaucoup. En fait, on en suit beaucoup des indicateurs parce que quand on est Bicorp, on doit répondre à 200 questions. Donc, mesurer notre impact, on peut utiliser une des 200 questions du questionnaire Bicorp, mais là, notre impact, nous, on le mesure davantage au regard de nos engagements et de notre mission. Et je pense que c'est ça qui fait d'ailleurs la différence entre une démarche Bicorp, qui est une démarche très horizontale de performance extra-financière globale, qui permet de dire que cette entreprise agit positivement pour la planète, pour ses parties prenantes, etc. Alors que la mission a une valeur plus verticale parce qu'elle est singulière à l'entreprise. Quand on dit dynamiser l'emploi sur les territoires, on mesure le nombre d'emplois qu'on a créés à Niort, 170.
on mesure l'impact social et l'empreinte sociale de l'entreprise. Donc, on a fait une étude avec, c'était une des questions, j'ai vu ça, Local Footprint, qui est une méthodologie développée par Utopie, qui est un cabinet de conseil, qui permet de voir l'empreinte sociale de l'entreprise. Donc, on a pu mesurer que pour un emploi à la CAMIF, on a 14 emplois en France qu'on soutient directement par notre activité, dont 25% sont en région Nouvelle-Aquitaine, ce qui démontre l'ancrage territorial de l'entreprise, puisque la région Nouvelle-Aquitaine, c'est seulement 9% des emplois en France. Donc, ça, c'est des indicateurs qui mesurent l'empreinte sociale. On sait aussi mesurer le pourcentage du chiffre d'affaires made in France, et ça a un impact environnemental, parce que plus on développe le chiffre d'affaires local, fait avec des fabricants locaux, moins on fait faire de kilomètres produits, donc en termes d'impact carbone de la consommation, c'est mieux. On sait aujourd'hui dire que sur les 11 tonnes de bilan carbone de chaque Français, il y en a la moitié qui sont liées à nos importations. Donc, il y a un vrai enjeu pour relocaliser nos achats, pour réduire l'empreinte carbone de nos achats. Donc, en mesurant le pourcentage de chiffre d'affaires made in France, on mesure quelque part l'empreinte carbone de l'entreprise. Après, on n'a pas que des indicateurs, parce que je crois que la vie ne se résume pas qu'en indicateurs, mais on a des actions fortes. Et dans les actions fortes, le boycott du Black Friday, je pense que ça a été notre meilleure action pour sensibiliser autour de la consommation responsable. On va dire le contraire. Alors, elle nous coûte cher, mais elle est très forte. Et elle introduit aussi une notion qui me semble importante, c'est qu'au-delà des indicateurs, au-delà des actions, il y a aussi une chose qui est fondamentale dans l'entreprise à mission, c'est les renoncements. À quoi on renonce? Et ces renoncements d'aujourd'hui vont, et j'en suis convaincu, même si à court terme ils peuvent détruire un peu de valeur, les renoncements d'aujourd'hui sont les profits de demain et sont des profits sociaux, environnementaux et économiques de demain. Un des renoncements qu'on est en train d'opérer sur le site de la CAMIF, ça ne se voit pas, on n'en parle pas parce que pour l'instant on ne l'a pas fait, donc on n'a pas fini, donc on est en train de le faire, c'est de renoncer à tout le coton conventionnel pour qu'on passe tous les produits qu'on vend, que ce soit du mobilier, du canapé, du linge de maison, de la literie, sortir le coton conventionnel parce que le coton est la culture la plus polluante au monde, très gourmande en eau et en pesticides. Et donc, on remplace progressivement, petit à petit, le coton par du coton bio ou par du coton recyclé ou par du lin ou par d'autres matériaux biosourcés pour substituer le coton. Voilà. Et ça, c'est un des renoncements qu'on affichera quand on l'aura fait, quand on l'aura fini, mais qui marque la différence. Voilà. Donc, les indicateurs, c'est bien, mais ce n'est pas le tout, quoi. Voilà. Après, moi, je crois que le meilleur indicateur, c'est l'indicateur de l'engagement. Enfin, ce n'est pas un indicateur, mais c'est l'engagement des collaborateurs. C'est la façon aujourd'hui dont on recrute beaucoup plus facilement qu'il y a 10 ans à Niort. Pour moi, c'est un très bon indicateur. Si on arrive à tirer des talents à Niort, c'est que le projet plaît. Et d'ailleurs, les nouvelles recrues, elles viennent pour ça, elles viennent pour la mission. C'est intéressant d'ailleurs, parce qu'ils viennent davantage pour la mission que ceux qu'on a embauchés il y a 10 ans, qui venaient davantage pour relancer la CAMIF parce que c'était un projet entrepreneurial, enthousiasmant, et qu'ils étaient fiers de pouvoir participer à la relance de la CAMIF. Voilà, donc tout ne se résume pas en indicateurs, mais on en suit quelques-uns et ils sont très caractéristiques des engagements que l'on a pris, et ça nous permet de progresser aussi, parce que quand on se fixe des objectifs, on a fixé par exemple l'objectif d'avoir 100% de notre chiffre d'affaires fait en Europe. Aujourd'hui, on a 96%, donc on n'est pas très loin de l'objectif, mais ça, c'est un challenge pour les chefs de produits, parce qu'ils doivent aller, et sur certains produits, ça veut dire qu'on va arrêter de les vendre. Voilà, du gros électroménager, sur une machine à laver, le linge, c'est très difficile de trouver en Europe, donc probablement on arrêtera de faire ces produits-là. Merci Emery. Tout ne se résume pas à des indicateurs. Je fais le lien avec une autre question qu'on a sur comment on convainc les dirigeants à changer de lunettes et peut-être aussi à changer d'indicateur ou à justement élargir un peu son champ de vision. Et voilà, on va regrouper deux questions. Comment on convainc des dirigeants et des actionnaires? Et là, peut-être que ta casquette communauté des entreprises à mission nous éclairera particulièrement. Alors, je pense que la clé de voûte du changement, c'est le dirigeant. Donc, le dirigeant doit faire son chemin personnellement sur ce sujet du sens qu'il veut donner à son action au sein de son entreprise ou dans sa vie. Parce que le dirigeant d'entreprise, il a une grosse responsabilité aujourd'hui, beaucoup plus grosse qu'il y a 20 ans. Aujourd'hui, on sait
On sait que le monde dans lequel on vit n'est pas soutenable. On sait que l'entreprise est un puissant levier de transformation de la société et qu'il faut adresser les enjeux environnementaux, sociaux, sinon on va au-devant de désordres majeurs. Et un dirigeant éclairé, il est logiquement censé conduire l'entreprise pour que dans une génération, dans la génération suivante, l'entreprise soit encore là et si possible dans une meilleure forme. Et donc, le dirigeant un peu clairvoyant, sentir qu'il doit engager son entreprise sur ces enjeux socio-environnementaux parce que ça sera un gage très vite, dès aujourd'hui, mais encore plus vrai demain, un gage de performance, un gage de survie même, de survie de l'entreprise, mais aussi probablement de survie plus globale de nos sociétés telles qu'on les connaît et peut-être de l'humanité, on ne sait pas. En tout cas, le dirigeant convaincu, il va faire ce chemin de quête de sens, il va faire ce chemin personnel et il doit être intimement persuadé quand il se lance dans cette démarche-là, il doit être sincère, parce que s'il ne l'est pas, ça ne sert à rien de le faire, et il doit être courageux parce que c'est une démarche qui prend du temps. Et il est la clé de voûte de tout ça parce que c'est lui qui va devoir aller convaincre ses actionnaires en leur disant « changez de lunettes ». Et c'est lui qui va devoir mettre en mouvement tout ça dans l'entreprise, être exemplaire et mettre en mouvement tout ça dans l'entreprise pour que l'entreprise change. Et ces changements et cette force de conviction que doit trouver le dirigeant, elle ne vient pas comme ça d'un claquement de doigts, ça prend du temps. Donc, il y a un chemin personnel. Les actionnaires sont en train de changer et l'environnement dans lequel évolue le dirigeant aujourd'hui, il est en train de changer. Les actionnaires financiers aujourd'hui, ils s'interrogent beaucoup plus qu'avant sur la performance extra-financière de l'entreprise. Quand ils investissent dans une entreprise, c'est maintenant presque rare qu'on ne demande pas à l'entreprise dans laquelle on va investir quelle est sa performance extra-financière sur les enjeux de gouvernance, les enjeux sociaux ou les enjeux environnementaux. Et pourquoi ils le font? Ils ne sont pas stupides, les actionnaires. Ils le font parce qu'ils ont compris qu'il y a une corrélation entre performance sociale et environnementale et performance économique. Et que demain, les entreprises les plus performantes économiquement parlant seront celles qui sauront prouver leur utilité pour la société. Pourquoi? Parce qu'elles seront préférées des meilleurs talents. Aujourd'hui, les jeunes qui quittent les grandes écoles veulent bosser dans des entreprises qui ont du sens, qui sont engagées. Et quand vous avez gagné la guerre des talents, vous avez gagné la guerre de la performance. Ce sont les entreprises qui sauront retenir davantage leurs clients ou acquérir des clients à moindre coût. Et ce sont des entreprises qui sauront fidéliser davantage leurs collaborateurs. Et donc, tout ça, ce sont des ingrédients de la performance. Je crois que les actionnaires sont en train de comprendre ça. Moi, si les actionnaires de Bayer avaient appelé mon fils de 15 ans pour leur demander s'il fallait acheter Monsanto, mon fils de 15 ans leur aurait dit « mais vous faites la connerie de votre vie ». Ils n'ont pas appelé mon fils de 15 ans. C'est dommage parce que si vous regardez le cours de bourse, je pense qu'ils s'en mordent les doigts. Donc déjà aujourd'hui, on voit bien que la finance, elle a tout intérêt à regarder la performance sociale et environnementale et à progressivement s'aligner et à progressivement changer d'échelle en termes de durée parce que c'est sûr que ces changements, ils prennent du temps à être opérés, qu'ils ne rendent pas l'argent aussi vite que les modèles où on pouvait faire tourner 3-4 fois les actionnaires en l'espace de quelques secondes d'une entreprise et qu'il y a besoin d'un capitalisme patient. Et c'est pour ça que dans les questions, j'ai vu qu'il y avait c'est quoi les meilleurs actionnaires ou les meilleurs fonds pour vous. Moi, j'aime beaucoup le capitalisme familial. Je l'aime parce que la famille a cette notion du territoire, elle a cet attachement au territoire. Elle ne va pas délocaliser du jour au lendemain parce que c'est moins cher ailleurs. Et parce que la famille a toujours l'échelle de temps d'une génération. Une génération, c'est 25 ans. Et les décisions des actionnaires familiaux, elles font au regard de comment je vais transmettre l'entreprise à la génération suivante. Et je crois qu'il y a un réel atout pour les entreprises du capitalisme familial. On peut être capitaliste familial et très grand groupe. J'ai vu qu'il y avait des Leroy Merlin dans la salle. Donc voilà, mais c'est formidable, c'est un atout considérable parce que c'est le temps long.
Et nous, on a fait rentrer dans notre capital en 2009 un fonds de famille qui s'appelle la famille Fournier, qui est président de Mobalpa. C'est la 3e génération qui sont à la tête de Mobalpa. Et moi, ce qui m'a plu dans ce fonds, c'est qu'il disait, oui, non, mais nous, on est là pour 25 ans. Hein, parce qu'on sait que c'est 25 ans. Eux, ils sont dans les cuisines. Donc, en plus, le cycle de renouvellement, c'est tous les 25 ans. Et du coup, ils ont une vision à 25 ans. Qu'est-ce qui va se passer sur mon marché dans 25 ans? Si on fait un peu de prospective, le digital, très certainement, ça aura pris une place prépondérante dans la distribution. Camif.fr, le projet Camif en 2009, c'était 100% digital. Le durable, le local, tiens, ça c'est des signaux faibles. En 2009, c'était des signaux faibles, ce n'était pas des tendances fortes. Signaux faibles, peut-être que dans 25 ans, ça deviendra intéressant. Et en plus, il y a une marque qui est forte, qui est là pour durer, qui existe depuis 47. Voilà, le temps long, c'est pour moi une des clés. Et après, il y a aussi de plus en plus de fonds qui viennent sur l'ISR, sur la finance responsable, les fonds d'impact. Voilà, donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de fonds qui sont spécialisés là-dessus. Et leur thèse d'investissement, c'est les entreprises qui ont le plus d'impact sont celles qui seront les plus performantes économiquement. C'est une bonne nouvelle. Hein. Merci, Emery. Il y a 3 critères que prennent en compte de plus en plus les fonds, critères ESG, environnement, social et gouvernance. Il y a justement une question sur la gouvernance. Comment ça fonctionne au quotidien avec vos parties prenantes? Finalement, quelle gouvernance vous avez dû mettre en place? Alors, en termes de gouvernance, je commence par notre point du mardi. Le point du mardi, c'est un point qui réunit toute l'entreprise tous les mardis. Tout le monde se réunit, ça dure entre 3/4 d'heure et 1 heure et c'est animé de manière tournante. Donc, chaque mardi, on tire au sort celui qui va animer le point du mardi suivant et qui a toute liberté sur l'animation de ce point, ce temps collectif qu'on passe ensemble. Et ça permet de partager ensemble la réalité de l'entreprise chaque semaine sur son actualité, son activité, sur les projets, tout ce qui est mis en œuvre dans l'entreprise. Et toute personne qui veut proposer un projet peut le faire au sein du point du mardi. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont nées lors du point du mardi. Deux exemples. Il y a 5 ans, il y a quelqu'un qui vient au point du mardi qui dit « Moi, c'est moi qui distribue le courrier et qui ouvre le courrier tous les jours. Ce n'est pas une mission passionnante pour moi. Ça ne fait pas partie de mon contrat de travail, mais on m'a demandé de le faire. J'ai gentiment accepté. Je propose qu'on fasse l'ouverture du courrier tournante. Donc, chaque semaine, on ferait une table différente qui ouvre le courrier. Ça a été adopté du jour au lendemain. Gouverner, c'est décider. Ils ont décidé tout seuls, du jour au lendemain, de se partager cette tâche-là. Voilà. Donc, la gouvernance, elle passe déjà par un moment tous ensemble ou un moment collectif où on partage le projet collectif qu'est l'entreprise et où on décide ensemble d'un certain nombre de choses. La gouvernance se passe aussi, c'est-à-dire que le dirigeant lui-même se rend compte qu'il est la propre limite à son entreprise, qu'il est le plafond de verre à l'entreprise et donc il a intérêt à ne pas avoir trop de pouvoir. Donc, il faut savoir distribuer le pouvoir. Une des actions marquantes qu'on a faites en 2015, c'est qu'on a proposé aux collaborateurs volontaires, au point du mardi, c'est ce que j'ai proposé à un point du mardi, de faire le budget de l'entreprise aux collaborateurs volontaires. On a eu 15 volontaires, on en a élu 9, et ces 9 volontaires, pendant 3 mois, une demi-journée par semaine, ils ont travaillé sur le budget, ils ont fini par faire les arbitrages et proposer le budget aux actionnaires, au comité stratégique. On a un comité stratégique qui est un organe de gouvernance de l'entreprise dans lequel il y a des actionnaires, mais il y a aussi des administrateurs extérieurs. Et ils ont également présenté le budget à toute l'entreprise. Voilà, ça, c'est un exercice très intéressant parce que là, les collaborateurs, pour qu'ils puissent faire le budget, ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. On n'aurait pas pu faire cet exercice en 2010 ou en 2011. Mais parce qu'on a beaucoup de transparence, parce qu'on partage beaucoup l'information dans l'entreprise, toutes les semaines, mais aussi tous les mois, tout le monde a accès à un reporting complet sur l'information de l'entreprise. On sait le niveau de trésorerie, le compte de résultat. Et Fabienne, qui est au service transport, elle sait ce que c'est que les EBITDA chez nous, et c'est pour ça qu'elle peut faire un budget. Et puis, ils connaissent le coût d'acquisition sur Google, ils connaissent tout de l'entreprise. Voilà. Et c'est parce qu'il y a cette transparence qu'on peut élargir la gouvernance. Et puis après, on a cette cellulose, qui est ce comité d'impact, en fait, qu'on a mis en place en 2013, bien avant la loi Pacte, parce qu'aujourd'hui, dans la loi Pacte,
La société à mission telle qu'elle est définie dans la loi Pacte permet à des entreprises de mettre dans leur statut cette raison d'être, ces objectifs, et de faire évoluer cette gouvernance pour intégrer un comité de mission. Dans notre comité de mission, on a souhaité qu'il y ait tous les représentants des parties prenantes. Donc, on a des collaborateurs, des actionnaires, des fournisseurs et des acteurs d'ONG ou de territoire. Et cette cellulose est là pour faire des propositions à l'entreprise, pour la rendre plus efficace encore au regard de sa mission et pour évaluer l'avancement de l'entreprise au regard de ses engagements. Et puis ensuite, on a, pour finir sur la gouvernance, un polygone qui est les 10 managers principaux de l'entreprise qui se réunissent toutes les semaines et qui est animé aussi de manière tournante et qui prend des décisions ou fait remonter des problématiques. Et voilà, donc c'est un seul niveau de management dans l'entreprise et ça fonctionne très très bien comme ça, toujours sur la base du volontariat et sur un certain nombre de valeurs, notamment la transparence. Merci Emery. Je pose une dernière question rapidement et je te propose une réponse rapide aussi pour laisser du temps pour l'ancrage des participants. Il y a une question sur Bicorp, mais je propose de la traiter au prochain webinaire puisqu'on aura un focus sur les communautés et Bicorp est une belle communauté. Le dernier intervenant du 6e webinaire en parlera. Une question sur la qualité des liens. Comment on mesure cette qualité des liens? On a fait une expérience en 2010 qui était passionnante. J'avais ressenti que les anciens CAMIF qui avaient 10 ans de culture d'entreprise, ils avaient encore les réflexes de l'ancienne CAMIF et que malgré l'open space, malgré le fait qu'il n'y ait pas de manager, qu'on était tous en mode projet, ça allait être compliqué et très long de changer la culture. Donc, on a fait une expérience collective. On a accueilli pendant 3 mois dans l'entreprise une artiste en résidence. Elle s'appelle Anne-Laure Maison et on lui a donné carte blanche. Alors, tous les jours, elle produisait des choses, c'était intéressant. Un jour, on arrive, il y avait toutes les places de parking taguées avec des noms d'artistes contemporains. Donc, les gens sont allés la voir en disant, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as demandé l'autorisation à Aimée de faire ça? Non, non, elle avait fait ça toute seule. Et une des choses très marquantes qu'elle a faites, c'est qu'en nous observant travailler, alors qu'on est tous à 10-15 mètres les uns des autres, elle a eu l'idée géniale quand quelqu'un faisait l'effort de se lever et d'aller parler à quelqu'un d'autre, de matérialiser ça au sol en scotchant des bandes roses pour relier les bureaux entre eux. Et progressivement, l'entreprise s'est comme ça tissée de toutes ces bandes roses. Et moi, ça a été une leçon de management pour moi. C'est que la vraie richesse de l'entreprise, c'est cette capacité à créer du lien entre ses collaborateurs, avec ses fournisseurs, avec son territoire. Comment on le mesure? J'en sais rien. Je sais que c'est juste l'attention chaque jour qu'on a aux autres. Quand je dis aux autres, c'est aux personnes, mais qui peuvent être des personnes à l'intérieur de l'entreprise, comme des partenaires de l'entreprise, comme des fournisseurs ou comme des clients. La différence dans la résilience et dans le projet de l'entreprise. L'importance de l'art pour aussi faire changer de regard. À ce sujet, j'ai partagé sur… Est devenue une amie de l'entreprise. On a conservé le lien avec elle et elle nous accompagne à tous les tours du Made in France qu'on fait depuis 2014. Et c'est génial parce que quand elle raconte l'histoire à la fin de la journée dans les usines, les ouvriers vont la voir en disant donne-nous du scotch rose, on en a besoin aussi. Merci Emery. Je renvoie nos participants au groupe LinkedIn où j'ai partagé justement ce matin un article sur l'art pour changer le monde et l'art au service de la transformation des modes de pensée. Donc voilà, je propose de conclure ton intervention là-dessus. Merci encore Emery pour la qualité de ce retour d'expérience et je repasse la main à Thibaut. Merci Jonas. Un grand merci Emery. On commence à te connaître, mais à chaque fois on est impressionné, on est inspiré. Merci pour ces réponses teintées d'engagement. On sent aussi beaucoup de détermination, et en même temps beaucoup de bienveillance. C'est super d'avoir tous ces apprentissages et ce moment privilégié que tu nous as offert.